Bonjour à tous, alors nous allons commencer un nouveau chapitre qui correspond au programme de quatrième en histoire, qui est consacré aux conditions féminines au XIXe siècle, donc l'histoire des femmes, si on devait le simplifier. Alors un chapitre qui sera assez long, parce que c'est un sujet qui m'intéresse, que nous allons aborder sous trois aspects, trois grandes questions. Alors aujourd'hui nous allons aborder la première partie, qui est le constat qu'il y a des inégalités hommes-femmes au XIXe siècle. On fera quelques petites études de cas. Alors aujourd'hui, on va parler de l'éducation des filles, un débat au XIXe siècle. On fera une deuxième partie pour nous interroger sur ce pluriel du sujet, les conditions féminines. Effectivement, on ne peut pas comparer une grande bourgeoise parisienne avec une paysanne du Loir-et-Cher au XIXe siècle. Et puis une troisième partie qui sera consacrée aux femmes qui ont lutté pour leurs droits, la question du féminisme, des revendications qui ont pu se faire au XIXe siècle. Alors aujourd'hui, donc, on va parler de l'éducation des filles au XIXe siècle, et si on devait commencer par quelques petits éléments de repère, des éléments chronologiques, on pourrait d'abord comparer la situation des garçons et des filles. Alors, je vais pas vous faire l'histoire de Charlemagne qui a inventé l'école, ça c'est un mythe, mais on va dire qu'il y a une grande loi à connaître, c'est la loi de 1833, dite loi Guizot, qui va rendre l'enseignement primaire obligatoire pour les garçons. Donc toutes les communes ont l'obligation d'avoir une école pour les garçons, pour accueillir les garçons. Et puis 1802, Napoléon Bonaparte souhaite améliorer le système secondaire et donc il va créer les lycées tels qu'on les connaît aujourd'hui, la création donc des lycées pour les garçons. Si on regarde l'école pour les filles, alors là il y a un décalage qui apparaît immédiatement. On voit notamment que l'éducation, on va dire primaire, donc CP, CE1, CE2, a quasiment 15 ans de retard. Il faut attendre la loi de 1850, la loi Fallou, pour que toutes les communes soient obligées, en tout cas les communes de plus de 800 habitants, soient obligées d'ouvrir une école pour filles, filles et garçons. Et puis pour le lycée, il faudra attendre 1880, donc là on a un décalage de 78 ans. C'est la loi Camissé avec la création du lycée pour les filles. Donc on part d'un constat. Il y a des inégalités entre garçons et filles en matière d'éducation. L'éducation des filles a été prise avec beaucoup plus de retard. Et puis, si vous avez des petits souvenirs de cours de français, vous avez étudié Molière, un auteur du XVIIe siècle, et Molière, peut-être que l'avez-vous étudié ce livre-là, avait écrit un livre en 1672 qui s'appelait Les femmes savantes. Et dans Les femmes savantes, il se moque, rien que le titre indique bien le sujet du livre, il se moque de ces femmes qui se veulent savantes. Qu'est-ce qu'il y a de plus comique effectivement que ce titre, pour l'époque en tout cas, femme et savante, une femme intelligente, une femme éduquée. Et je vous ai mis une petite citation, c'est dans la scène 1, dans l'acte 1, scène 7 des femmes savantes, quand une femme lui parle de son désir d'éducation, son mari lui répond « Je vis de bonne soupe et non de beau langage. Je préfère une femme qui sait faire la cuisine plutôt qu'une femme qui sait réfléchir et qui parle bien. » Donc, on va se poser la question de comment se perpétuent les inégalités entre hommes et femmes au XIXe siècle. Et on va essayer de voir qui sont ces personnes qui s'opposent encore à l'éducation des filles en France au XIXe siècle. Donc ça, ce sera notre cours d'aujourd'hui. Alors, s'il fallait commencer, on va aller s'intéresser essentiellement à la loi Camissé qui crée les lycées. Alors, je vous ai trouvé un texte d'une femme, la comtesse de Rafter, qui publie un article intitulé Fleurs et fruits dans le journal Le Gaulois le 25 novembre 1880. Je vous lis son texte et elle s'oppose à l'éducation des femmes, alors qu'elle-même est une femme, mais d'un certain milieu social. Où allons-nous, mon Dieu? Ne voilà-t-il pas maintenant qu'ils veulent prendre nos filles pour en faire des hommes? On leur apprendra l'anatomie, la philosophie et l'amour de Jules Ferry. Il s'agit de les déniaiser, de les savantiser, de les garçonniser, de les viriliser. Des lycées de jeunes filles? Pourquoi pas des casernes de jeunes filles? On va supprimer la jeune fille. On assez de ces petites niaises qui croient à l'ange gardien, au bonhomme Noël, aux bébés qui viennent dans les choux. Elles grandissaient parmi les sourires et leurs joies.
comme une fleur dans le soleil. Elle grandissait dans une poétique ignorance. Alors si on résumait en deux trois tirets, en deux trois idées, pourquoi est-ce que la comtesse de Rafter s'oppose à la loi Camissé sur les lycées? Alors déjà, il y a une phrase qui est surprenante. Elle dit à plusieurs reprises, mais attention, les filles vont devenir des hommes, on va les garçonniser, on va les viriliser, donc on va les rendre virils si elles vont à l'école. Elle est persuadée qu'il y a une inégalité de nature entre hommes et femmes. Les femmes sont plus bêtes, les femmes n'ont pas les mêmes capacités intellectuelles, et on essaye de rendre les filles en hommes ou en garçons, c'est-à-dire qu'on essaye de les rendre aussi intelligentes que les garçons. Madame de Rafter, a priori, ne croit pas du tout qu'on puisse arriver à cela, puisqu'il y a une inégalité de nature entre hommes et femmes. Ensuite, elle reproche à l'école certaines matières. Les filles vont apprendre des choses qui, pour elles, sont absolument scandaleuses. Elle parle de deux choses, l'anatomie et la philosophie. On verra après l'amour de Jules Ferry. L'anatomie, aujourd'hui vous appelleriez ça le SVT, c'est-à-dire l'étude du corps humain. Alors ça, vous avez fait ça en SVT cette année. Il y a un cours en particulier que Madame de Rafter ne veut pas voir enseigner aux femmes. Vous l'avez eu cette année en 4e. C'était le cours sur la sexualité, le cours sur le corps humain. Il est hors de question que les femmes apprennent comment on fait les bébés, et surtout comment on ne les fait pas, parce que vous avez surtout appris la contraception cette année. Regardez d'ailleurs, elle dit, il était bien cette époque, elle était très heureuse cette époque où les filles croyaient que les bébés venaient dans les choux. Ça lui paraît très bien. Il est hors de question que les femmes apprennent le corps humain. Deuxième chose qui lui déplaît, la philosophie. Alors, vous n'avez plus de français après la première au lycée. Le français est remplacé par la philosophie. C'est une matière qui apprend à réfléchir. Et selon elle, il est hors de question qu'une femme apprenne à réfléchir. Est-ce que Dieu existe? Quelles sont les valeurs d'une société? C'est quelque chose qu'une femme ne devrait pas avoir en tête. Ensuite, elle parle d'un homme qui est très important, qui est Jules Ferry, c'est un ministre républicain. Alors Jules Ferry, il y a beaucoup d'écoles Jules Ferry en France. C'est celui qui en 1881 va rendre l'école obligatoire pour les garçons et pour les filles, et qui va les rendre gratuites en 1882. C'est une école qui n'est pas religieuse, c'est une école républicaine, et ça pour Madame la Comtesse, on voit bien d'où elle vient, hein, c'est une monarchiste, l'école est en plus républicaine, donc va lui apprendre des valeurs républicaines, ce qui n'est pas possible de faire. Donc, il s'agirait de les déniaiser, donc de les rendre moins bêtes, de les savantiser, de les rendre plus intelligentes, de les garçonniser, de les rendre égales à l'homme, donc deux choses qui, pour elle, lui paraissent absolument absurdes. Pour elle, l'objectif de l'éducation d'une fille, elle le dit très bien, elle grandissait parmi les sourires et leurs joies, comme une fleur dans le soleil, elle grandissait dans une poétique ignorance. L'ignorance, c'est un objectif qui, pour Madame de Rafter, est un objectif tout à fait suffisant, puisque pour elle, une femme est avant tout destinée à devenir femme au foyer. À quoi bon apprendre la philosophie? Alors, je vous montre juste les portraits de ces deux hommes qui ont beaucoup fait pour l'école et pour l'éducation des filles. Alors Jules Ferry qui a donc rendu l'école gratuite et obligatoire en 1881-82, et Camissé, qui est le grand fondateur de l'éducation secondaire pour les filles, qui a donc fait une loi pour autoriser les lycées pour filles en 1880. Donc vous voyez la logique, 1880 les lycées pour filles, 1881 l'école obligatoire, 1882 l'école obligatoire et gratuite. Donc on est dans un siècle où l'éducation est une grande question. Alors une fois l'école obligatoire pour les filles, donc la question est qu'est-ce qu'on leur apprend à ces filles-là? Alors je vous ai choisi les programmes scolaires de 1882, alors c'est plutôt pour l'école primaire, et on va voir ce que les garçons et les filles apprenaient. L'enseignement primaire comprend l'instruction morale et civique, la lecture, l'écriture, la langue et les différents éléments de la littérature française, la géographie, particulièrement celle de la France, l'histoire, particulièrement celle de la France à nos jours. Quelques notions usuelles de droit, d'économie politique, les éléments de sciences naturelles, physique et mathématiques, leur application à l'agriculture, à l'hygiène et aux arts industriels, les travaux manuels et usage des outils des principaux métiers, les éléments du dessin, du modelage, de la musique, la gymnastique, pour les garçons, les exercices militaires, on dirait aujourd'hui le sport, pour les filles, les travaux à l'aiguille. Chose qui est intéressante, l'école devient obligatoire pour les filles, elle est gratuite pour les filles, il y a des lycées pour filles, mais
Et on ne parle pas encore d'égalité, il n'y a pas d'égalité entre garçons et filles au sein de l'école de Jules Ferry de Camille C. On voit bien que les programmes sont différents. En fait, si on regarde bien quel est le programme qui est proposé aux garçons, on leur fait essentiellement une éducation manuelle, hein, des travaux, aujourd'hui on appellera ça de la technologie, apprendre un peu des règles d'agriculture, un peu d'industrie, un peu de dessin, un peu de sport, et en gros on les prépare à devenir des ouvriers ou des agriculteurs dans ce programme-là, en fait des travailleurs, alors que pour les femmes, cours de tricot, cours de couture, cours de cuisine, on les prépare à être des femmes au foyer. C'est ce que nous dit ce programme ici. Alors je vous ai trouvé, alors c'est pas dans le 19e siècle, mais ça ne change pas, c'est pour montrer que ça a duré très longtemps cette mentalité. Vous avez ici un manuel d'économie ménagère, c'était un manuel qui était donné aux petites filles. 1943, manuel de l'école des jeunes filles, avec le chapitre sur le balayage à sec. Comment apprendre à balayer le sol de manière correcte sans mouiller le sol. Alors là, on vous explique qu'il faut utiliser de la cendre, il faut utiliser des copeaux de bois, etc., etc. Alors je vous montre une de ces premières écoles. Ici vous avez une école en Bretagne en 1889. C'est un très beau tableau qui a été fait par un peintre finlandais, Richard Hall. Il vous présente ces premières écoles. Alors évidemment, il ne faut pas imaginer que les écoles ont été construites immédiatement en 1881. Alors ici on le voit, hein, ici vous avez un agriculteur qui est en train de travailler dans son jardin. Il a prêté probablement une grange. Donc c'est assez amusant d'imaginer de 8h à 17h des jeunes filles en train de faire cours, et puis de 17h à 8h le lendemain des cochons ou des vaches. Donc ici ces jeunes filles sont éduquées. On les voit ici en train d'apprendre à faire de la couture ou du tricot, c'est ce qui est raconté dans le programme de Jules Ferry. Avec quelque chose qui est aussi intéressant, il y a deux choses à voir sur cette image. Alors d'abord, qui est le prof? C'est une institutrice, mais une institutrice. Les garçons ont des profs de sexe masculin. Les filles ont des professeurs de sexe masculin, de sexe féminin, excusez-moi. Elles n'ont pas le même diplôme, elles n'ont pas le même examen, et évidemment on ne mélange pas les sexes. D'ailleurs, vous pouvez regarder, il n'y a aucun garçon dans la salle de classe. C'est quelque chose qu'on voit jusqu'à très longtemps. Il faudra attendre 1975 pour que la mixité scolaire, c'est-à-dire le fait qu'il y ait des garçons et des filles, soit accepté. Alors là, je vous ai mis une photographie de classe de 1953. À Saint-Aignan-sur-Cher, c'est dans le Loir-et-Cher, école du jeu Victor Hugo, classe de CM2. Vous n'avez absolument aucun garçon. On ne se mélange pas. Et encore une fois, l'école, la scolarité pour les filles est acceptée, mais on ne parle pas encore d'égalité. Elles n'ont pas le même programme scolaire et elles ne sont pas dans les mêmes écoles. C'est ce qui nous est montré dans ce tableau-là, finalement. Une école qui n'est pas mixte. Alors pour la petite anecdote, il y a cette jeune fille qui est là, qui est debout. Elle est contre la tête contre le mur, elle vient d'être punie. C'était une punition qu'on appelait être mise au piquet. Bon, j'aime bien faire ça encore en sixième. Être mise au piquet, c'était une façon de dire, bah écoute, tu n'as pas écouté le cours, tu as été bavarde, donc va te cacher. Et quand tu seras sage, tu auras le droit de revenir. Probablement, ici on est en Bretagne, elle a commis un crime abominable pour cette école-là, elle a probablement parlé breton. On est dans une école, ça sert aussi à ça, la scolarité obligatoire. Apprendre la langue française dans un pays, la France, où on a souvent des patois régionaux. En Bretagne, on parle le breton, à Perpignan, on parle le catalan, en Corse, le corse, et il faut apprendre le français. Alors, s'il y a une idée essentielle à retenir, c'est qu'évidemment, là, on a l'impression que ce sont des hommes, Jules Ferry, Camille C, qui ont offert l'éducation aux filles. Alors évidemment, malheureusement, hein, tout n'est pas offert. Il faut se battre, il faut combattre pour obtenir des droits. Et donc, il faudrait terminer évidemment avec ces femmes qui ont combattu pour convaincre les hommes de leur abandonner quelques pouvoirs, notamment en matière d'éducation. Et s'il fallait retenir quelques noms, moi je retiendrais Victoire d'Aubier, qui est la première femme à obtenir le bac, la première femme autorisée à passer son baccalauréat. Elle avait d'abord tenté de s'inscrire à Paris, ça a été refusé, à Aix-en-Provence, ça a été refusé. Les filles n'ont pas le droit de passer le bac. Finalement, elle arrivera à passer son bac en 1861 à Lyon. Il y aurait d'autres personnages à retenir, mais 1868, première femme qui obtient une licence à l'université. Madeleine Bress en 1875, première femme médecin. 1884, Clémence Royer, première femme professeure à la Sorbonne. Et 1923, Madeleine de Ris, docteur en histoire. On verra la suite la semaine prochaine. En tout cas, jusqu'au prochain chapitre, ne cherchez pas des histoires. C'est moi qui vous les trouverai. Au revoir à tous.